Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci je comptais, vous décrire un petit peu plus dans le détail les critères, on va dire décisifs que j'utilise moi pour mon choix d'action. Alors vous avez dû sûrement en lister quand même, beaucoup, à travers les différentes analyses fondamentales que j'ai pu opérer, sur cette chaîne. Cependant, je voulais faire cette vidéo parce que je vais aller un petit peu à contre-courant de ce qui se fait. Alors vous allez voir que vis-à-vis des critères que je vais vous exposer, on va commencer par certaines banalités. Cependant, je vais aller un petit peu à contre-courant dans le sens où je n'ai pas personnellement de critères favoris. Je suis un investisseur convaincu du fait qu'il faille utiliser le plus de données possible, observer leurs contradictions, se poser des questions et essayer de répondre à ces questions. Vous allez comprendre ma démarche dans le détail au fur et à mesure de cette vidéo. Et la conclusion vaut de l'or. Mais avant de commencer, je voulais remettre un petit contexte à cette vidéo en vous montrant un petit peu la situation dans laquelle je suis, parce qu'on va dire que le choix des critères repose aussi sur le choix de ma stratégie et les actions dans lesquelles je choisis d'investir. Donc pour ma part, j'ai investi dans une horizon de 15 à 20 ans, voire même plus, dans un objectif de ne jamais vendre, pourquoi pas, et d'augmenter un maximum mon patrimoine. Le but n'étant pas bien sûr de mourir en étant le plus riche du cimetière, mais c'est simplement que je suis absolument convaincu que plus on investit sur un horizon de temps lointain, plus on a de chances de gagner. Ça, ce sont les données et les études qui nous le disent. Ensuite, vu que j'investis sur un horizon de temps lointain, je vise donc des entreprises de qualité qui sont gérées avec constance et rigueur, et qui ont une forte croissance également. Et mon objectif est d'atteindre une performance de 15% sur le long terme ou de battre les meilleurs indices. Aujourd'hui, j'ai environ 120 000 dollars d'investis sur les marchés, soit un petit peu plus de 100 000 euros. Si vous vous posez la question, j'ai 30 ans et je n'ai touché absolument aucun héritage. Et j'ai donc adapté le choix de mes critères en fonction de mes objectifs. Je vous conseille de faire pareil. Je vous ai dit qu'on commencerait avec des banalités. On est parti. La première métrique que j'analyse, c'est le chiffre d'affaires. J'essaie de tabler sur une croissance qui avoisine environ les 10% par an. Donc sur un horizon de terme de 10 ans, ça nous fait à peu près une croissance de 160% du chiffre d'affaires. Nous sommes bien d'accord que le chiffre d'affaires, même s'il est démentiel, ne veut absolument pas dire que l'investisseur fait des bénéfices à travers tout ça et que l'entreprise prend de la valeur, mais c'est la première maîtrise qui donne certains leviers à l'entreprise pour pouvoir dégager plus de bénéfices. Et on va voir pourquoi. Tout d'abord, une croissance du chiffre d'affaires peut traduire une captation de parts de marché sur le marché actuel. Et cette croissance du chiffre d'affaires est donc un vecteur de croissance, et c'est ce qu'on cherche vu qu'on investit sur le long terme. Il faut que cette entreprise-là puisse générer de nouveaux revenus, quels qu'ils soient. Une croissance du chiffre d'affaires peut aussi traduire un succès vis-à-vis de nouveaux produits mis en vente. Et il peut aussi traduire une augmentation des prix qui serait bien reçue par le consommateur. Donc ça peut aussi traduire plein d'autres choses. Je ne vais pas tout lister ici, mais vous avez ici quelques idées. Je vous mets également sur l'exploitation de certains indicateurs quelques mises en garde. Si vous avez une explosion du chiffre d'affaires soudaine ou une diminution, vous devez vous interroger sur la cause de ces variations. L'entreprise a peut-être fait une acquisition d'entreprise ou a peut-être vendu une partie de ses activités, ce qui influence donc fortement son chiffre d'affaires. Et là, je vais être très nuancé. Une augmentation du chiffre d'affaires ne veut pas signifier que c'est une bonne nouvelle, et une diminution du chiffre d'affaires ne veut pas dire que c'est une mauvaise nouvelle. Et je vais m'expliquer. Si une entreprise augmente son chiffre d'affaires en faisant l'acquisition d'une entreprise alors qu'elle l'a payé extrêmement cher, et que l'entreprise dans laquelle vous souhaitez investir a par le passé, on va dire, commis quelques erreurs vis-à-vis de l'utilisation de l'argent qui aurait dû être retourné à l'investisseur, alors il se peut que l'acquisition qu'elle ait faite et donc que l'augmentation du chiffre d'affaires que vous observez n'est absolument pas bon signe. Il se peut très bien que l'entreprise dans laquelle vous souhaitez investir ait investi de l'argent dans une entreprise un peu boiteuse. Parce que le management peut aussi faire, et ça arrive très souvent, des erreurs. Ensuite, une diminution du chiffre d'affaires n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Qu'on soit bien d'accord, dans beaucoup de cas, c'est une mauvaise nouvelle. Par contre, je suis quelqu'un de convaincu du fait qu'il ne faille pas seulement se contenter d'observer les fondamentaux chiffrés d'une entreprise. Si vous souhaitez y investir, il va forcément falloir que vous plongiez votre nez dans les rapports d'une manière ou d'une autre. Donc, dans quel cas est-ce qu'une baisse du chiffre d'affaires d'une entreprise peut s'avérer être au final une bonne nouvelle? Quand, par exemple, une entreprise se sépare d'une partie de ses activités pour lesquelles les coûts de fonctionnement sont beaucoup trop élevés par rapport à ce qu'elle rapporte. Dans ce cas, la séparation est une bonne nouvelle et est un choix stratégique qui peut bien se défendre. Également, une forte croissance du chiffre d'affaires n'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'on sait que certains postes comptabilisés dans le chiffre d'affaires peut artificiellement le gonfler et donc donner de fausses indications. Le dernier exemple en date qu'on a donné sur cette chaîne, c'est sur MedPace, la dernière analyse des résultats trimestriels, à travers ces Reimbursable Out-of-Pocket Expenses. Alors ici, c'est une métrique qui est difficilement quantifiable.
Et cette métrique difficilement quantifiable, ce sont les marges. Pour ma part, j'accorde une attention toute particulière aux marges brutes et aux marges nettes, et je les compare sur un même secteur avec les concurrents et sur un même marché, ce qui peut parfois aussi prendre du temps, et ce qui peut parfois s'avérer compliqué, voire même impossible. Et c'est pour ça qu'il faut le faire aussi bien qu'on le peut. Au-delà de ça, il y a quelque chose peut-être d'un petit peu plus quantifiable ici. Il faut que les marges soient stables au cours du temps. Alors pour tous ceux qui me suivent depuis déjà un moment, je pense que ça, vous le savez. Si les marges sont élevées par rapport aux concurrents, alors cela est synonyme d'avantage concurrentiel. Tout simplement parce que l'entreprise peut se permettre d'augmenter ses prix plus que ses concurrents et est donc capable de faire en sorte que les clients continuent d'acheter leurs produits malgré ces augmentations de coûts et même si le produit est moins cher ailleurs. Quand les entreprises se mènent une concurrence acharnée, que vous avez un produit plus cher que l'autre, d'une entreprise à l'autre, et que le client persiste à acheter le produit le plus cher malgré tout, alors c'est que l'entreprise a un avantage concurrentiel. Seul un avantage concurrentiel peut expliquer ce type d'anomalie de marché, si on peut l'appeler comme ça. Également par ailleurs, des marges stables ou en croissance sont un signe fort de la résilience de l'entreprise et de sa capacité à faire face aux aléas économiques. Et c'est un facteur indispensable pour un investissement à long terme. Accordez d'autant plus d'attention à la capacité d'une entreprise à conserver ses marges en période de crise ou de ralentissement économique. Toutes ces choses-là, je ne les ai évidemment pas inventées. Dans la littérature et le retour d'expérience des meilleurs investisseurs du monde, tous s'accordent à dire que la stabilité des marges est une caractéristique commune des entreprises qui perdurent sur le long terme. Quelques points de mise en garde maintenant, les marges brutes et nettes varient énormément d'un secteur à l'autre. Et dans certains secteurs, il est difficile, voire impossible, de trouver des entreprises avec des avantages concurrentiels. En plus de ça, et je vous avais dit que parfois il était compliqué de comparer les marges de deux entreprises, si vous comparez les marges de deux entreprises concurrentes, alors assurez-vous de bien comparer les marges associées à la production des mêmes produits. Et c'est là que ça devient un petit peu touchy, que ça commence et que ça va demander beaucoup de travail. Si je vous donne par exemple Apple, qui produit à la fois du service et du hardware, il faut que vous puissiez essayer de trouver les informations dans le rapport. Et là, je vous le donne en mille, il n'y a pas toutes les informations dans le rapport. Il faut que vous puissiez savoir à combien Apple marge sur ses iPhones et à combien Apple marge sur ses services, par exemple Apple Music. Je dis une bêtise, hein, si vous souhaitez comparer les marges d'Apple sur Apple Music et les marges de Spotify, il faut que vous puissiez extraire toutes ces données-là pour comparer les marges sur les mêmes services, sur les mêmes produits. Et c'est parfois difficile et long. Un petit exemple ici, extrêmement flagrant. Vous avez les marges de Visa. Donc là, en gros, elles sont surlignées avec les deux accolades. Vous avez donc ici la marge brute de Visa qui avoisine les 98 à 99%. C'est démesuré, mais Visa, c'est quand même une entreprise très particulière. Et vous avez les marges nettes qui avoisinent les 50 à 60%, entre 50 et 55%. À l'inverse, si vous prenez une entreprise qui fabrique des maisons, donc ici, je sais plus, je crois que j'avais pris D.R. Horton, donc le plus gros constructeur de maisons aux États-Unis. Là, vous avez une marge brute qui est aux alentours de 20% et une marge nette qui doit être aujourd'hui par les, on va dire entre 10 et 15%. Donc il me paraît évident que les marges de ces entreprises-là ne sont absolument pas comparables. Encore une fois, je ne vous prends pas pour plus bête que vous ne l'êtes, je pense qu'il est tout simplement important de rappeler certains fondamentaux, et j'accorde également une attention toute particulière au fait que les novices ne soient pas perdus en regardant cette vidéo. A l'inverse, ici, je vous compare les marges de différentes entreprises de construction de maisons, et là, c'est vraiment très particulier. Donc c'est-à-dire qu'on a on a vraiment l'impression que les marges sont superposées et c'est là en fait que c'est très particulier, c'est-à-dire que ce sont des concurrents directs qui opèrent sur le même secteur, par la vente des mêmes produits et sur un même marché. La plupart sont des entreprises qui dégagent leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices sur le sol américain. Et de ce fait, ici, les marges sont très largement comparables entre ces différents constructeurs de maisons aux États-Unis. Et c'est l'exemple le plus probant que je vous ai dégoté. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur l'entreprise Pulte Group que vous pouvez aller voir, qui est paradoxalement une des vidéos que je pense qui est la plus intéressante de ma chaîne parce qu'elle vous explique concrètement comment fonctionne le business des achats de maisons aux États-Unis et pour autant elle n'a pas tellement de vues. Donc je vais essayer de vous mettre le lien par là. Ensuite, une dette raisonnable. Alors maintenant, si je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'il faut qu'une entreprise ait une dette raisonnable, une faible dette? Bah, en fait, je pense que paradoxalement, on associe tous la dette à un certain risque, mais on oublie quand même pas mal de choses. Et je pense qu'en tant qu'investisseur action, il est important de remettre les choses dans son contexte. Et donc, on va le faire tout de suite. Et vous allez voir que toutes les réponses que je vais vous donner ne sont pas forcément une évidence pour vous. Dans l'immédiateté, vous pensez forcément au risque de faillite, et c'est vrai, il est là. Mais il y a aussi d'autres points. On peut les aborder rapidement, il y en a énormément, mais je tenais surtout à faire cette vidéo pour apporter un petit peu de nuance et remettre les choses dans leur contexte, parce que je trouve que bien souvent, on accorde de l'intérêt à des fondamentaux, on va dire qu'on met un chiffre sur quelque chose,
sans même le comprendre et puis on se borne à ça et on ne comprend pas ce qu'on fait et on ne comprend même pas les chiffres sur lesquels nous prenons nos décisions. Donc moi, habituellement, j'apprécie une dette qui est inférieure à 3 à 5 ans de free cash flow. Donc, je dis 3 à 5 ans, je m'accorde une marge de manœuvre, suivant la qualité du cash flow, suivant sa constance, suivant différents risques aussi qui peuvent être sujets à interprétation de ma part et puis sur la constance des marges et sur la gestion qu'a eu l'entreprise pendant certaines crises et certains ralentissements économiques. C'est pour ça que je m'autorise une certaine latitude. Encore une fois, ne soyez pas bornés. Je pense qu'il est important de respecter sa stratégie, certes, mais ne vous heurtez pas seulement aux fondamentaux que vous observez. Essayez de les comprendre et d'aller un petit peu plus loin dans le rapport parce qu'il se peut que certains points puissent s'expliquer. Également, la composition de la dette est importante. On va le voir juste après. Alors pourquoi une dette raisonnable? Quand une entreprise émet de la dette, ça peut être contracter de la dette auprès d'une banque ou à travers d'obligations. Elle peut verser des intérêts et des coupons. Et ces intérêts et ces coupons réguliers, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en tant qu'actionnaire, c'est de l'argent que vous ne reverrez jamais. Il sort de votre poche. Ces intérêts versés, vous pouvez les retrouver au poste Interest Expense. Bien entendu, l'entreprise peut également recevoir des intérêts suivant ses placements, suivant ce qu'elle fait. Une entreprise peut tout aussi bien investir en actions et en obligations pour pouvoir gérer son capital, hein. Mais elle peut aussi payer des intérêts aux différents détenteurs de sa dette. Également, ça limite le risque de dilution de l'actionnaire, parce qu'il se trouve que quand une entreprise a du mal à rembourser sa dette, il se peut qu'elle émette énormément d'actions et que certains intervenants achètent ces actions-là, parfois même à des prix intéressants. Et de ce fait, par ces émissions d'actions qui visent justement à capter du capital pour rembourser les échéances de dette, il se peut que vous soyez dilué. Et le fait qu'une entreprise ait une faible dette diminue ce risque. Également, on va limiter évidemment grandement le risque de faillite. On l'oublie trop souvent, mais en tant qu'actionnaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes le petit pigeon auquel on distribue les miettes une fois qu'il n'y a plus rien. Quand une entreprise fait faillite, vous devez savoir que les détenteurs d'actions ordinaires sont vraiment tout à la fin en termes de priorité de créance. Parce que quand une entreprise fait faillite, il va y avoir les frais de procédure, les salariés à payer encore avant qu'elle ferme. Ensuite, il va y avoir les dettes garanties contractées auprès des banques, il va y avoir les dettes privilégiées, il va y avoir les dettes non garanties, il va y avoir les dettes subordonnées. Et enfin, non, c'est pas encore vous. Ensuite, il y a les actions préférentielles et enfin les actions ordinaires. Très souvent, il reste pas grand-chose et bien souvent, il ne reste plus rien. Et c'est d'ailleurs pour ça que les actions sont considérées comme risquées et que les rendements sont supérieurs. Ça me fait d'ailleurs penser que tous ceux qui veulent taxer les actionnaires, parce que je vis en France, hein, donc évidemment, j'évolue dans un système de gauche, tous ceux qui veulent taxer les actionnaires ne comprennent absolument pas le risque qui est pris par ces personnes-là, donc les personnes comme vous et moi. Attention toutefois à l'interprétation de la dette, encore une fois. Il peut apparaître dans la dette totale les lease liabilities, donc en fait c'est tout simplement les engagements que l'entreprise a pris auprès de ses bailleurs si jamais elle loue des locaux. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que ça n'a absolument pas la même valeur qu'une dette contractée auprès d'une banque. Par exemple, l'entreprise qui possède, entre guillemets, un engagement de location sur 20 ans ou sur 10 ans peut très bien, avec bien évidemment l'accord du bailleur, revendre ses droits de location et cette dette, entre guillemets, de location sur le long terme. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais je pense que vous m'avez compris et si jamais c'est pas le cas, vous posez vos questions dans les commentaires et puis j'y réponds. Avec plaisir comme toujours. Vérifiez également les échéances de dette. Donc elles sont indiquées dans les rapports financiers et comparez impérativement ces échéances de dette avec le free cash flow. Historiquement, moi j'utilise beaucoup l'operating cash flow pour vérifier si une entreprise est capable de rembourser sa dette parce qu'une entreprise, quand elle dépense de l'argent sur ses investissements, si jamais elle commence à être un petit peu dans le rouge, elle va pouvoir lever le pied sur des investissements qui ne sont potentiellement pas indispensables sur le moment même, pour les différer par exemple l'année d'après. Donc je sais de quoi je parle, hein, tout simplement. Moi, je travaille dans une multinationale américaine. Quand on revoit les investissements à faire sur une année à l'autre, il arrive régulièrement qu'on nous demande de lever le pied, même si elle brasse beaucoup de fric, simplement parce que les actionnaires aussi mettent la pression à la direction pour pouvoir dégager plus de revenus et avoir un petit peu plus de latitude sur la redistribution des richesses pour l'actionnaire. Et donc là, à ce moment-là, on nous dit doucement sur les investissements et il faut que ce soit bien justifié. Et hop, du coup, elle lève le pied. Et c'est pour ça que j'apprécie plutôt exploiter l'operating cash flow que le free cash flow à certains moments. Parce que ça me donne, on va dire, un meilleur aperçu des revenus qu'est capable de dégager l'entreprise pour pouvoir rembourser sa dette. Donc voici un exemple de tableau détaillant les échéances de dette d'une entreprise. Vous avez les montants et les dates auxquelles il est prévu qu'elle rembourse sa dette, et c'est donc systématiquement détaillé dans les rapports.
Bien évidemment, vous devez acquérir les entreprises que vous achetez à un prix raisonnable à l'achat. Si vous faites du stock picking, c'est aussi parce que vous avez la conviction de pouvoir éventuellement battre le marché. Et pour battre le marché, il est indispensable d'acheter les entreprises que vous détenez à des prix raisonnables. Pour ma part, je n'ai jamais acheté d'entreprise avec un PER qui était supérieur à 25. Ce PER est à comparer au prix sur free cash flow. Je pense que c'est une erreur de privilégier le ratio prix sur free cash flow au détriment du PER. Je pense que les deux doivent être exploités. Tout simplement parce que le bénéfice net détient des informations que le free cash flow n'a pas et que le free cash flow détient des informations que le bénéfice net n'a pas. De ce fait, vous devez de comprendre systématiquement les divergences qu'il y a entre le PER et le prix sur free cash flow, systématiquement. Si je vous donne un exemple, sur le PER, donc qui exploite le résultat net, l'entreprise peut très bien comptabiliser certains résultats avant même d'avoir reçu l'argent. Par exemple, si elle a déjà délivré des services et qu'on lui doit de l'argent, elle va comptabiliser ses résultats. Et il se peut aussi, par exemple, que l'entreprise ait affaire à des clients qui sont parfois pas solvables et il se peut que le résultat net ait été comptabilisé alors qu'elle ne recevra jamais l'argent. Ça peut arriver. L'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que l'entreprise peut très bien recevoir des services, devoir de l'argent à d'autres et comptabiliser cet argent qu'elle doit dans son free cash flow. Il y a énormément de postes qui sont compris dans un des indicateurs et dans l'autre. Le free cash flow et le résultat net doivent être systématiquement comparés. Si vous êtes comme moi et que vous cherchez les entreprises de qualité, elles se payent souvent avec un premium, ce qu'on appelle un premium, donc un prix qui, on va dire, est supérieur à normalement à sa valeur de marché. Tout simplement parce qu'elles sont moins risquées que d'autres, plus performantes parce qu'il y a plus de croissance, et de ce fait, elles sont également beaucoup plus populaires. Comme dans tout marché, il y a aussi des phases de morosité, et vous devez saisir les opportunités justement sur les baisses injustifiées. Pour essayer de définir un prix sur une action, vous devez d'exploiter absolument tout ce qui compose cette entreprise. La croissance, les avantages concurrentiels, même si ça c'est très compliqué à quantifier en termes de prix, les liquidités qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise, ces immobilisations, en ajoutant évidemment un facteur de sécurité parce qu'une immobilisation, quand elle est liquidée, c'est rarement à son prix d'achat. Et donc en ce faisant, vous pouvez réussir à estimer le prix d'une entreprise. J'ai pour ma part un fichier que j'ai fait moi-même, un tableur Excel. Peut-être que je vous le présenterai un de ces jours si jamais ça vous intéresse. Il est relativement simple, mais ça me permet de définir un prix d'achat sur mon action. Également, je vous conseille d'observer l'historique des PER et du prix sur free cash flow de l'entreprise, parce que ça pourra vous permettre de vous donner une idée de l'ordre de grandeur du prix auquel s'échangent les titres. Attention toutefois, ce n'est pas parce que le prix est historiquement bas que c'est une bonne affaire. Il se peut que l'entreprise change du tout au tout d'un jour à l'autre. Et si une entreprise se dégrade sur le temps, alors à ce moment-là, vous ne pouvez absolument pas vous fier à son historique de PER ou de prix sur free cash flow pour déterminer si elle est aujourd'hui proposée à un prix intéressant. Je reviens une fois de plus sur ce point pour pouvoir appuyer dessus parce que pour moi c'est un point sensible. Si les US GAAP, donc les normes de comptabilité américaines, imposent aux entreprises de donner un résumé des cash flows et de donner un résultat net dans leur rapport financier, ce n'est pas pour qu'on choisisse l'un ou l'autre pour exploiter les résultats. On n'est pas à la cantine, on n'est pas au self. Dans les deux, il y a du bon. Et je pense sincèrement que je vais faire une vidéo là-dessus pour pouvoir vous exposer toutes les différences et toutes les informations qu'on peut extraire de ces deux informations-là. Et j'insiste sur le fait que ce sont les incohérences qui vous donnent le plus d'informations, ou en tout cas qui vous font poser le plus de questions pertinentes. Je vous donne ici un petit exemple avec MedPace. Donc ici sur cette courbe, vous pouvez voir que le PER est plus élevé que le prix sur free cash flow. Alors pourquoi? Le PER plus élevé que le prix sur free cash flow veut tout simplement dire que son résultat net est plus faible que son free cash flow. Mais alors pourquoi est-ce que MedPace reçoit plus de cash qu'elle n'en comptabilise dans son résultat net? Eh bien la réponse je vous la donne. MedPace, qui est une entreprise qui réalise des tests sur des patients pour les différents médicaments émis par les biotechnologies, demande à ces biotechnologies un acompte de paiement pour pouvoir initier les frais des études. De ce fait, MedPace reçoit une énorme quantité d'argent avant même d'avoir délivré un seul service. Et factuellement parlant, il est plus, on va dire, raisonnable d'utiliser le résultat net de MedPace parce que MedPace ne marge pas à 100% sur le cash qu'elle reçoit en paiement en acompte. Et vous avez donc sur cette courbe, la courbe en bleu, le flux de trésorerie et la courbe en vert, le résultat net. Ce qui nous fait tout de même un delta de 30% entre son free cash flow et son résultat net. Et vous avez la preuve de ce que je vous avance ici sur ce tableau des cash flows directement extrait du rapport de MedPace. Un autre indicateur fondamental que j'apprécie
exploité pour déterminer si une entreprise est intéressante, c'est le ROCE, donc qui traduit simplement l'EBIT, donc l'earning avant les intérêts reçus et les taxes, divisé par le capital employé par l'entreprise. Donc en fait, le ROCE, ça traduit tout simplement une excellence opérationnelle et une bonne utilisation des capitaux par l'entreprise. Alors pour ma part, je n'apprécie pas utiliser le ROE, tout simplement parce qu'il est tronqué. Je trouve que c'est un indicateur extrêmement trompeur parce que si une entreprise contracte énormément de dettes, alors son ROE va exploser. À l'inverse, si une entreprise contracte énormément de dettes, si vous utilisez le ROCE, alors il va se dégrader. J'entends si elle contracte énormément de dettes sans faire de bénéfices derrière. Je vais être très clair, je passe très vite là-dessus, mais sachez que je pourrais faire une vidéo sur chacun des indicateurs que je vous ai montrés ici. Tout simplement parce qu'il y a énormément à dire et que c'est absolument passionnant, tout ce qu'on peut en déduire. Vu que je passe très vite, posez-vous des questions et essayez d'y répondre. Et je pense qu'il est important d'avoir ce côté un petit peu autiste et d'essayer de comprendre absolument tout ce que vous voyez quand vous faites des investissements. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Franchement, si vous pouvez vous souvenir de ce que je vais vous dire là tout de suite, plus vous comprenez ce que vous faites, plus vous serez confiant sur le long terme et sur les décisions que vous prenez. Et la confiance en ce qu'on fait pour un investisseur long terme, c'est indispensable. Comprenez ce que vous faites, comprenez pourquoi vous avez placé votre argent sur cette société. Si, avec ce que je vous ai dit, je suis allé un peu trop vite et que le ROCE, ce n'est pas clair, posez-vous d'autres questions. Aujourd'hui, il y a de l'IA pour répondre à toutes les questions que vous souhaitez. Qui plus est, les rapports annuels des entreprises sont basés sur des normes de comptabilité qui sont actées et écrites. Elles ne sont pas discutables, elles ne sont pas interprétables. C'est factuel, ce sont des règles qui sont écrites. C'est un jeu sur lequel il y a un livret, les règles sont écrites. Vous pouvez les comprendre, l'IA a toutes les réponses. Utilisez l'IA si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, c'est le meilleur outil que vous pouvez avoir pour comprendre tous les aspects de la comptabilité des entreprises sur lesquelles vous pouvez investir. Ayez cette envie de savoir, ayez cette envie d'aller jusqu'au bout. Et vous verrez que sur tous vos investissements, à la fin, vous serez imperturbable, vous serez incollable et vous saurez prendre des décisions basées sur des faits et non pas sur des approximations. Alors cette parenthèse étant faite, je vais quand même m'attarder sur le ROCE. Quand une entreprise dégage des bénéfices, elle a plusieurs possibilités. Elle peut soit le redistribuer aux actionnaires, soit le garder en interne, pour par exemple faire des investissements qui lui sont nécessaires et qui lui permettront de rapporter encore plus d'argent à l'actionnaire. Le ROCE, qu'est-ce que ça traduit? Un ROCE de 50%, ça traduit qu'une entreprise qui garde par exemple 1 million d'euros pour acheter une machine, un ROCE de 50% traduit le fait qu'elle pourra rembourser cette machine par le biais de ses bénéfices nets au bout de 2 ans seulement. C'est colossal. Avoir un investissement de cette hauteur-là remboursé en 2 ans, c'est admirable, c'est énorme, c'est démentiel. C'est une performance incontestable. Et donc en tant qu'actionnaire, vous vous devez de chercher des ROCE élevés dans les entreprises pour lesquelles vous investissez. Tout simplement parce que c'est comme si vous demandiez des comptes à l'entreprise. À la base, elle est censée vous reverser l'argent qu'elle génère, le résultat net qu'elle génère ou le cash qu'elle génère, par le biais de rachat d'actions ou de dividendes. Et si à un moment, elle vous met un stop pour vous dire attendez une seconde, il faut qu'on garde de l'argent dans la société pour faire cet investissement, vous devez vous assurer que cet investissement vous rapportera de l'argent. Et c'est ce que traduit le ROCE. Et donc le ROCE, comme je viens de vous le dire, vous assure qu'un maximum de valeur est retourné vers l'actionnaire et que si la valeur n'est pas retournée, alors elle est efficacement utilisée au sein de l'entreprise pour générer un maximum de revenus. Dernier indicateur que j'aime utiliser, une absence de dilution de l'actionnaire. Donc le nombre d'actions en circulation doit stagner dans le pire des cas. Et dans le meilleur des cas, il diminue et fortement grâce au rachat d'actions. Pour la simple et bonne raison que si vous êtes peu à vous partager le gâteau, alors il y en aura plus pour vous. Une diminution du nombre d'actions en circulation qui est colossale et d'ailleurs plutôt timée sur le temps. Vous avez une diminution d'actions régulière, une diminution d'actions toujours ici mais plutôt faible, et ici une stagnation d'actions, donc ça peut très bien arriver tout simplement parce que l'entreprise a décidé de ne pas racheter les actions d'une manière générale parce que ça ne fait pas partie de sa politique. Et à droite, vous avez des choses qui commencent à être de l'ordre de l'inacceptable. Ça, c'est absolument dégueulasse. Et vous avez ici des choses, là, donc des émissions d'actions irrégulières. Donc tout ça, ça peut s'expliquer, hein. Ça peut s'expliquer parce que l'entreprise a une dette. Là, j'ai pas regardé sur quelle entreprise j'ai prélevé ça, mais on peut voir que sur le timing de l'émission d'actions, là, ça correspond plutôt à une période Covid. Donc on peut éventuellement déduire qu'il y a eu un gros ralentissement économique et que l'entreprise a dû faire face à une échéance de dette colossale et qu'elle a donc émis des actions pour pouvoir capter un maximum de cash et on va dire, faire face à une potentielle faillite et rembourser ses dettes. Et donc là, vous avez des choses aussi inacceptables ici, donc des émissions d'actions à droite à gauche.
Et si vous avez une émission d'action, on va dire très modérée. Moi, je vous conseille plutôt d'éviter d'être, on va dire, trop drastique sur votre jugement et sur vos décisions. Là, on peut voir qu'il y a une émission d'action, effectivement, c'est un fait, on le voit ici. Par contre, l'émission d'action sur 10 ans, c'est 5%. 5% d'émission d'actionnaires, c'est quand même quelque chose qui est très faible. Moi, ici, je vous conseille plutôt de mettre le nez dans le rapport et d'essayer de comprendre. D'essayer de comprendre ce qui a pu se passer et d'essayer de voir si c'est une situation peut-être exceptionnelle qui est de l'ordre de l'acceptable. Ce serait dommage de se priver d'une belle entreprise simplement parce qu'il y a eu une dilution de 5 de l'actionnaire à un moment où il y avait peut-être une petite difficulté. Bon, après, c'est libre à vous de juger et de vous faire votre propre opinion. Je vous mets ici un rapide résumé avant la conclusion si jamais vous voulez prendre 2-3 notes. La conclusion, on est parti et elle vaut de l'or. N'utilisez aucun des critères fondamentaux que je vous ai donnés pour prendre une décision sur vos investissements. Tous les fondamentaux que vous observez, alors déjà il y en a plus que ça, là je vous ai présenté les principaux que moi j'observe, pour moi, qui sont pour moi les plus importants, mais la réalité c'est que j'en observe bien plus que ça. Observez un maximum de fondamentaux, observez les incohérences qu'il y a dans ces fondamentaux, observez les divergences qu'il y a, les irrégularités, posez-vous les bonnes questions et répondez aux questions que vous vous posez. Les fondamentaux doivent simplement vous permettre de savoir où chercher dans les rapports annuels et quoi chercher. Une baisse de marge ponctuelle il y a 3 ans, demandez-vous pourquoi. Un free cash flow trop éloigné du résultat net, pourquoi? Une augmentation brusque de la dette, pourquoi? Un bon RSE mais qui se dégrade d'année en année, pourquoi? Répondez à toutes ces questions. Et c'est seulement après avoir mis le nez dans le rapport annuel que vous pourrez tirer vos conclusions et prendre une décision sur votre potentiel investissement. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Elle changeait peut-être un petit peu des analyses que j'avais l'habitude de faire. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si jamais vous en avez. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!